L'Arena MMA, c'est le débrief de Samouraï MMA chapitre 11 et quelle soirée, je pense une des plus qualitatives en termes de combat. On a eu des finishes, on a eu des split décisions. Donc là, je suis avec Zach et Adam et on va débriefer la soirée. Et donc on va commencer par le premier combat de la carte qui était Maxime Côté contre Gilis, les anglophones diront Gilis, et c'est je pense le upset of the night comme on dit, défaite de Maxime Côté. Je suis arrivé en retard, je vous cache pas la vérité. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat? Je commence avec toi. Bah écoute, Rory Gillis c'était quelqu'un qui n'était pas très bien connu du public québécois, mais c'est quelqu'un qui à l'est du Québec il avait fait pas mal de bruit en amateur, et Maxime Côté on le présente plus, c'est voilà, un gros background en grappling, donc c'est un combat un peu grappleur face à grappleur. Mais disons que Gillis nous impressionnait avec son striking, hein. Il a réussi à drop son adversaire. Dans le deuxième round, il l'a terminé avec un ground and pound long, violent. Maxime Côté qui a eu du mal à engager après un premier round où il a vraiment contrôlé son adversaire. Voilà quoi, moi il m'a impressionné honnêtement. Il m'a vraiment impressionné le gars du Nova Scotia. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Bon franchement, déjà un énorme upset. On s'attendait pas du tout à ça. Ok, désolé. On s'attendait pas du tout à ça. Maxime Côté, il gagnait le premier round, il avait le back, il a contrôlé, je pense que ça l'a fatigué un peu. Il a essayé de mettre du ground and pound mais ça ne marchait pas vraiment. Les dernières 15 secondes du premier round, ça commençait déjà à partir un peu en bagarre. Deuxième round, il s'est fait cut avec un left hook. Limite, l'arrêt de l'arbitre était un peu tardif. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'il a manqué à Maxime alors? Bah, je sais pas, hein. Franchement, on ne peut pas enlever à Rory. Je pense qu'il a fait son combat, il a gagné, ce soir il a été meilleur. C'est pas forcément Maxime qui a été moins bon, mais plus même Rory qui a fait ce qu'il fallait. En tout cas, on souhaite à Maxime Côté un retour. On sait qu'il a un potentiel énorme en MMA et qu'il va le réaliser. C'est pas une défaite qui va l'arrêter. Non, clairement pas. Non. Le deuxième combat de la soirée, c'était Poisson contre son adversaire qui, vas-y, tu prononces très bien son nom. Skobiola. Skobiola, le franco-moldave qui nous venait de la France. Disons que c'était un long trajet pour un combat assez court. Poisson a engagé très vite les coups de pied, il a réussi à prendre la distance et ça s'est terminé par un étranglement vers la fin du premier round. Disons que on est proche de la masterclass clairement pour le pensionnaire du H2O. Là franchement, rien à dire sur la performance. Oh, franchement, des débuts réussis comme il l'a dit. Hein. Poisson c'était le plus gros favori selon les cotes cette soirée. Et il a littéralement prouvé, il a fait ce qu'il fallait. H2O toujours un game plan dans les cordes, il a fait ce qu'il fallait, c'est tout. Hein. Skobiola est venu, malheureusement il a perdu, il a fait le long trajet. Les débuts réussis. J'ai hâte de voir la suite pour Poisson, très prometteur. Après, il y avait un autre prospect, monsieur Bissinger, dont vous m'aviez beaucoup parlé parce que vous vous entraînez au Tristar, donc vous le voyez. Qu'est-ce que vous avez pensé de ses débuts? Attention à son adversaire qui était très présent, très bon son adversaire, donc très bon matchmaking de la part de Samouraï MMA. Ce soir, c'était masterclass en termes de matchmaking. Parlez-moi un peu de Bissinger et de sa performance. Déjà avant ça, je vais me faire une petite parenthèse pour monsieur Daniel Lafont qui a vraiment, comme tu dis, très bien géré le matchmaking parce que c'est des prospects de très haut niveau qu'on avait ce soir et pourtant l'opposition en face était tout sauf ridicule. C'était des gars qui étaient venus pour vraiment se la donner. C'était des gars qui sont venus, ils avaient le palmarès technique, ils avaient le palmarès amateur. Donc voilà, Brandon Briglio qui a impressionné, mais malgré ça, Steve Bissinger, Super Steve, voilà quoi, le pensionnaire du TriStar. Ayman Zahabi avait dit que c'était l'arme secrète. On a pu voir ce soir pourquoi. Un combat assez engagé mais tout de même très tactique. Disons que les flyweight ont beaucoup de potentiel et beaucoup d'avenir chez Samouraï MMA. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Franchement, une performance de bout en bout. Il a géré le combat 30-27. Il a fait ce qu'il fallait. Hein. C'est du début réussi face à comme tu l'as dit, un adversaire assez coriace. Un lutteur qui était invaincu en amateur et qui venait de passer pro. Franchement, il a fait du dégât, il a montré de la lutte, il a montré du sol, il s'est relevé, il a montré une certaine sérénité lors de ses débuts pro alors qu'il n'avait pas combattu en MMA depuis environ, je pense, 2019-2020. Franchement, c'était impressionnant et c'est aussi un partenaire d'entraînement de Tommy Morrison. C'est ça, j'allais dire, on pourrait avoir un parcours un peu à la Tommy. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'adversaires de Tommy, malheureusement, qui ne peuvent plus venir. Mais il y en a certains qui peuvent encore venir, des gens sur qui Tommy est déjà passé, que Bissinger pourrait par la suite rencontrer. Donc, à suivre, des beaux débuts, une belle victoire à la décision. On enchaîne avec un autre énorme prospect. On m'a énormément parlé de lui avant, je ne le connaissais pas. Adam Possener qui a battu le pensionnaire de H2O, Francesco Leport. Une performance que je trouve très mature pour un combattant de 19 ans.
qui a fait, j'ai l'impression, est-ce qu'on peut le dire, une masterclass dans sa gestion du combat. Carrément, totalement. Soumettre au premier round, sachant qu'il n'est même pas à domicile. Même s'il s'est fait ouvrir, il a réagi face à l'adversité, etc. Très grosse coupure. Ouais. Il a fait ce qu'il fallait, il a pris le bac, il l'a étranglé. Et Francesco Leport, c'est pas n'importe qui. On l'a vu notamment en grappling au Montréal Quintet. Il est super dur, il est super coriace. Beaucoup de personnes de H2O m'ont parlé de lui. Donc franchement, Adam Possener, moi j'aimerais le revoir à Samouraï MMA. Et je pense qu'il peut se faire beaucoup de dégâts dans la catégorie des 170. Je vais te demander ton avis technique. Mais avant ça, sache une chose. Petit fun fact sur Adam Possener, il avait marqué 5 pieds 9 sur sa fiche descriptive. Il est bien évidemment plus grand que ça, mais c'est tout simplement qu'il a 19 ans et il grandit encore. Donc la dernière fois qu'ils l'ont mesuré, il faisait 5 pieds 9, mais là il est facilement à 6,61 et puis il est gros. Non, franchement, je te laisse t'exprimer à son propos, mais j'ai été épaté par Possener. Justement, c'est ce que j'allais dire là, ça me fait plaisir que tu dises ce point parce que le gars n'a que 19 ans. Le gars n'a que 19 ans, il est 3-0, c'est peut-être un des plus gros prospects welterweight au Canada. On l'a vu au BFL, il a fait pas mal de bruit face à des adversaires de début de carrière. Et là maintenant il affronte un autre gros prospect, Francesco Leporo, et il l'a géré. Leporo, c'était comme tu dis, c'était quelqu'un qui avait fait beaucoup de bruit, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de support autour de lui, et a raison. Et malgré le fait qu'il s'est ouvert une grosse cut, c'était quand même assez inquiétant, il a géré son combat, il a géré son grappling, il a mis son plan en jeu, il est resté serein, une maturité exceptionnelle. Un rear naked choke vraiment mérité, une performance méritée à l'extérieur. Le gars il va passer un bon vol retour je pense. Ouais, vraiment. Puis je lui ai demandé s'il faisait ses études, il m'a dit non, il n'y a pas d'études 19 ans, mais temps plein dans le MMA. On passe au combat suivant, à savoir un énorme combat. Et quelle performance de Majoric contre... Alors moi j'ai un problème avec les noms, vous le savez déjà de toute façon. Mitch Strazzella. Contre Strazzella, Papé. Donc grosse performance de Majoric. Moi j'avais peur, je pensais que c'était fini pour Majoric au premier round. Et puis là, c'est la marque des grands de savoir revenir comme ça. Je vous laisse vous exprimer sur ce combat. Honnêtement, moi je suis pas vraiment d'accord avec la décision des juges. Moi je voyais plus Mitch Strazzella s'imposer. Malgré les cuts, malgré les dégâts. Pour moi, Mitch prenait le premier, le deuxième round. Mais c'est vrai Alain a eu très très chaud sur cette soirée. Il a eu très très chaud. Il a failli se faire terminer. Et gros cœur. Gros cœur. Il y a eu un eye poke. T'es d'accord avec compliqué. Exactement, je vais pas te mentir, moi non plus, la décision... Après, c'était déjà un combat extrêmement serré, donc je peux comprendre les arguments des deux côtés. Moi, personnellement, j'avais la décision pour Mitch Strazzella, mais ça n'enlève en rien la performance d'Alain Majoric. Alain Majoric qui a profité de cette occasion, un combat difficile pour montrer son cœur, vraiment montrer qu'il avait le dog, comme on dit. Là, c'est quelque chose, on ne peut absolument plus douter. Il s'est battu comme un animal dans la cage ce soir, il a pris des coups, il en a rendu. On pensait qu'il allait se faire terminer une guillotine tellement serrée, je ne sais même pas comment il est sorti. Oui. Franchement, le pensionnaire de Gatineau, de l'équipe de Patenot de Fight Team. Patenot d'MMA. Gatineau, vous avez un problème. D'ailleurs, moi je vois Majoric gagner. Après, c'est sûr qu'il faut revoir le combat pour être sûr. Et j'ai vu une montée en puissance du premier au troisième round. Et justement, je pense que c'est notamment à mettre au crédit de Patenot d'MMA et du coach Sifu Patrick Marcy, qui est un excellent coach et qui l'a prouvé ce soir. Donc, on enchaîne avec ce combat qui était censé être le choc de la soirée, qui n'a pas délivré en termes de spectacle. Mais Antoine Chaput contre Cédric Lochard, ça devait se faire, ça s'est fait. Je pense que Cédric Lochard a bien fait, stratégiquement parlant, de s'inspirer de Kevin Popovic qui avait déjà battu Antoine Chaput. Donc on a vu Cédric Lochard beaucoup coller Antoine dans la cage. Il y a eu peu de dégâts dans ce combat. C'était une split décision. Ça aurait pu aller du côté de Chaput. Est-ce que ça aurait pu aller du côté de Cédric Lochard? Peut-être. Moi, j'aurais pas été choqué des deux. Encore une fois, nous, on est là, on regarde le combat à chaud. On n'a pas les angles de la télé. Moi, franchement, j'ai trouvé ce combat très serré. Et parfois, il y a des combats comme ça, font un vainqueur, mais c'est pas les plus spectaculaires. Écoute, je t'en prie, commence. Non, mais comme tu as dit, le combat, c'était vraiment, en vrai, le combat le plus équilibré de la soirée, je trouve. En termes, on ne savait pas vraiment qui allait gagner. Cédric et Antoine ont une stratégie un peu similaire, j'ai l'impression. Ils ont tous les deux à peu près suivi le combat. Je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais c'était pas le feu qu'on attendait. C'était pas une guerre en striking, c'était pas une guerre en grappling. Ça a beaucoup collé. Là, comme tu l'as dit, la décision, elle pouvait partir des deux sens, des deux côtés.
Après, félicitations à Antoine. Moi, je voyais un léger avantage à Cédric, personnellement. Est-ce que c'est parce que tu es du Tristar ou... Oh, ouais, peut-être, sûrement. Sûrement, mais aussi, je voyais Cédric gagner, du coup. Mais c'était un combat très serré, franchement, ça pouvait aller des deux côtés. Vraiment? Vas-y. Bah écoute, moi je suis d'accord avec lui, et puis moi-même, je l'avais aussi pour Cédric Lochard. Je vais dire la vérité, moi aussi, je suis potentiellement biaisé, car je m'entraîne au TriStar, je le vois, c'est quelqu'un que je vois souvent. Mais effectivement, c'était un split très controversé. Les deux se sont neutralisés dans la cage, il y a eu énormément de cage control. On a pu voir une stratégie vraiment qui jouait beaucoup sur les takedowns. Malheureusement, je pense que c'était un combat où les deux étaient un peu trop bons en défense de grappling pour laisser une ouverture à l'autre. Il me semble qu'il n'y a eu qu'un takedown chacun des deux côtés. Voilà, c'était un combat très rude, très difficile. Et puis pour Antoine Chaput, honnêtement, une année assez compliquée. Parce que Kevin Popovic-Bastien, un split décision. Cédric Lochard, un split décision. Il gagne l'un, il perd l'autre. Disons que pour les deux, on espère des résultats beaucoup plus convaincants par la suite. Mais en tout cas, Cédric Lochard n'a pas démérité. Malgré la défaite, voilà, c'était un gros combat. Est-ce que ça prend une revanche ou pas? Ce genre de combat ou pas forcément? Ah, ça, oui, moi je veux une revanche. Moi, je suis d'accord pour une revanche. Mais il y en a un qui est à 3-3 maintenant, l'autre qui est à 4-2. Je sais pas si c'est bénéfique dans leur carrière de faire une revanche à ce stade-là. Peut-être attendre un petit peu. Ouais. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Franchement, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une revanche, mais un peu plus tard, un peu plus long terme. Si par exemple l'un des deux ou les deux, du coup, continuent à performer, peut-être potentiellement dans quelques années une revanche pour une ceinture ou au Samouraï MMA ou peut-être même autre part, c'est quelque chose qu'on aimerait voir parce que honnêtement, à ce stade de leur carrière, c'est peut-être pas la meilleure décision. On veut le voir à Samouraï MMA. Mandel Nalo contre Robert Serres. Allez-y. Bah, disons que Mandel a fait du Mandel, mais cette fois en grappling. Voilà, c'est quelqu'un qui nous avait habitués à des finishes dévastateurs, à des highlights. Cette fois-ci, il a pris son temps, il affrontait un taureau en face de lui. Robert Serres qui lui est sauté dessus dès le début. On a pu voir Mandel qui a pris quelques coups. Il a réussi à contrôler son adversaire, gérer la distance, le coller. Et un travail de lutte gréco-romaine qui l'a permis de récupérer le dos. Autant dire que techniquement, c'était une masterclass. Ouais, c'est ça, Robert Serres qui est venu, qui voyait rouge, qui voulait vraiment lui arracher la tête. Ça a touché à certains moments. Après, Mandel est venu, je pensais aussi l'expérience des grandes ligues, du Bellator. Il l'a attrapé contre la cage, il a pris son dos, il lui a sauté dessus et son jiu-jitsu, on le connaît. Est-ce qu'il n'y avait pas une grosse différence de physique ou c'est moi? Oui. Déjà, de base, Mandel est un 155 et c'est un énorme 155. Clairement. Soit même à 165, je ne sais pas comment il fait, mais il est vraiment énorme. C'est vraiment un freak génétique, un freak athlète. C'est du Mandel, hein. C'est du Mandel, nouveau champion des 165. Ouais, Mandel Nalo, je pense que c'est une belle vitrine aussi pour Samouraï MMA d'avoir Mandel Nalo en tant que champion. Donc quelle suite pour Mandel? Qui y aurait à 155 à Samouraï MMA de tête là comme ça rapidement? Moi j'ai un combat qui me ferait vraiment kiffer entre un vétéran du Bellator et un vétéran de l'UFC. On l'avait vu, il devait affronter M. Robert Serres, ce serait M. Kal Prepolek. Kal Prepolek qui a fait un petit passage de l'UFC, qui est revenu, le tout premier gala samouraï qui nous a offert peut-être le combat de cette année-là. Voilà, Kal Prepolek et Mandel Nalo, c'est deux strikers explosifs, c'est quelque chose qu'on aimerait voir. Je pense que Daniel Lafont, ça ne m'étonnerait pas qu'il est déjà en contact, vous voyez ce que je veux dire. Mais puis, et puis même pour Robert Serres, c'était une défaite assez rapide, mais bon, c'est quelqu'un qui nous a habitués à nous offrir du spectacle. Donc voilà, Robert Serres, c'est le genre de valeur sûre, quoi qu'il arrive, on regarde. Grosse force à Robert Serres pour la suite. Je sais à quel point il doit être touché par cette défaite. On passe au main event. Fred Duprat contre Jesse Arnett. Et Fred Duprat qui, comme prévu, guillotine Jesse Arnett dans une position propre à Fred Duprat, c'est-à-dire dans n'importe quelle position, finalement, la guillotine elle passe. La prochaine fois, je mets ma maison sur Fred Duprat pour la guillotine. Ça passe à tous les coups. Il arrive toujours à trouver le moyen de l'attraper. C'est impressionnant. Mais pas ta maison, parce que des fois, elle se transforme en anaconda, ou elle pourrait finir en rire naked choke. En étranglement. Ouais, dans tous les cas, l'autre, il va suffoquer. C'est ça le truc. Qu'est-ce que vous avez pensé aussi de sa performance? Bon, on sait que sa guillotine, on n'en parle même plus. J'étais avec Mandel, il disait que c'était la meilleure du monde, selon lui. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de son striking? Son striking, il a quand même touché beaucoup. Hein. Aussi, la pression qu'il a mis à Jesse Arnett. Jesse Arnett qui a quand même 30 combats pro, un vétéran. Il a touché. Moi, à un moment, j'ai juste eu peur de l'hypo qui a pris beaucoup de temps. Mais il a su bien. C'était pas une simulation? Oh non, c'est ça. Il a bien su se rétablir et continuer son game plan.
Premier round, il est passé. Deuxième, directement, il a attrapé. Il a fait ça spécial. Le plus important, c'est d'imposer son jeu et c'est ce qu'il a fait. Bah écoute, effectivement, comme tu dis, le plus important c'est d'imposer son jeu. Et puis, ce que j'ai bien aimé ce soir, c'est que Fred Duprat nous a montré une stratégie un peu différente. Une stratégie où il a vraiment forcé l'action face à quelqu'un qui a énormément d'expérience. Jesse Arnett, on le rappelle, hein, c'est peut-être un des plus gros piliers du MMA canadien. Le gars s'est battu de partout, il a affronté tout le monde. S'il y a quelqu'un qui a percé, il l'a sûrement affronté à 145 livres. Et le fait qu'il arrive à faire ça face à Jesse Arnett, honnêtement, ça m'a impressionné parce que ça a montré une très bonne maturité de combat, un gros fight IQ. On peut voir du crédit à donner à son équipe, H2O aussi, d'avoir élaboré un plan de combat aussi intéressant. Et puis voilà, Fred Duprat, ne lui donnez pas votre tête, quoi, c'est tout. En plus, souvent j'avais l'impression que Arnett il comprenait pas ça parce que des fois il baissait la tête, il tentait des. Je pense que je sais pas à quel moment ils vont finir par comprendre les adversaires de Fred Duprat qu'il faut faire attention à son coup. Mais en tout cas, ça n'enlève en rien à la magnifique performance de Frédéric Duprat. Et quelle soirée finalement hein, à Samouraï MMA. Alors, Bientôt, déjà, commentaire général. moi je trouve que c'est la plus belle soirée de samouraï que j'ai vécue, honnêtement. Déjà, surtout en termes de matchmaking, c'était totalement équilibré. Il n'y avait pas de gros déséquilibre du coup. Il y avait des finishes, il y avait des combats qu'on attendait surtout. Franchement, c'était une très belle soirée. J'ai vraiment hâte le 12. J'ai vraiment hâte le 12. Effectivement, c'était une très belle soirée. Surtout, moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est de voir de la coopération entre plusieurs promotions du Canada. On peut voir qu'il y a des gars du FLA, il y a des gars du BFL. Ça, c'est top. Exact, c'est top. Ça nous permet d'avoir des match-ups vraiment intéressants, de développer des carrières. Parce que quand on a le vivier de talent qu'on a au Québec. Ouais, et ça développe des rivalités aussi, ça, c'est pas mal. Les rivalités que ça peut développer. En tout cas, on va pas s'éterniser plus longtemps. On est KO. Gros merci à toute l'équipe de l'Arena MMA, on était 8-9 ce soir. Merci à vous les gars. Merci à Zach et Adam, merci à Raphaël derrière la caméra, merci à Cyborg qui était là ce soir, à Jérémy également et à Kéké bien évidemment qui nous suit depuis le début. À bientôt tout le monde. Bye bye.